Aujourd'hui dans La Voie est libre, 3 bâtisseurs, 3 maires de grandes villes de la région. Leur point commun, ils sont engagés dans de vastes projets parmi les plus importants du pays. Ils vont nous dire comment ils s'y sont pris et quels obstacles ils ont dû parfois affronter. C'est parti pour une demi-heure de débat. Bonjour à tous les invités de La Voie est libre ce samedi midi sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. D'abord, Gérard Caudron, maire d'Hiver Gauche de Villeneuve-d'Ascq. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. C'est sur vos terres que le grand stade de Lille Métropole a commencé à pousser. Vous venez de signer le permis de construire donc de ce stade ultra moderne, 50 000 places, modulable. C'est la société Eiffage qui mène les premiers travaux de terrassement pour l'instant. C'est l'un des plus grands chantiers sur tout le territoire français aujourd'hui. Budget estimé à 324 millions d'euros. En attendant le début des véritables travaux, plusieurs recours contre le permis de construire sont annoncés. Bonjour Dominique Riquet, le maire UMP de Valenciennes que vous êtes, à plusieurs projets sur le feu, on va dire. Après la première ligne de tram, voici venir la ligne numéro 2 qui reliera Condé à la frontière belge en passant par Valenciennes. Le dossier de financement est en cours de bouclage et les premiers travaux pourraient démarrer fin 2010. En cours également le stade de foot Ningesser 2, bien avancé, mais dont les travaux sont stoppés suite à une décision de justice après un recours. Et puis enfin, 2 projets à venir qui dépassent, eux, l'envergure locale. Le futur pôle image virtuelle pour développer à l'international le savoir-faire local en matière d'infographie et puis de jeux vidéo. Et puis surtout, dans 10 ou 15 ans, vous préparez le futur centre de recherche sur le transport terrestre, l'un des projets du pôle de compétitivité e-trans. Dernier invité avec nous, Guy Delcourt, maire socialiste de Lens, bonjour. Et c'est chez vous que va naître le plus grand projet culturel de France, hors Paris on va dire. C'est le Louvre-Lens dont tout le monde attend évidemment l'arrivée. On voit sur ces images l'inauguration, c'était le 4 décembre dernier, de la maison du projet Louvre-Lens. Il y avait Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture. Le musée a lui pour ambition de ne pas être une simple annexe du musée parisien du Louvre, mais d'être vraiment un nouvel espace où les œuvres auront une nouvelle vie, un nouveau sens. Bref, un autre Louvre plutôt qu'un Louvre 2 qui coûtera tout de même 150 millions d'euros. Ouverture prévue fin 2012, objectif au moins 500 000 visiteurs chaque année. Alors messieurs, si vous n'êtes pas les seuls porteurs de ces projets d'envergure au moins régionale, vous portez tout de même sur vos épaules en tant que maire ces futurs aménagements qui pèsent des centaines de millions d'euros. Alors premièrement, est-ce que les enjeux, les embûches, voire le risque d'échec vous empêche de dormir? Et puis, quelle qualité faut-il pour un maire face à des projets comme ça, structurants pour l'ensemble de la région? Guy Delcourt. De toute façon, nous n'avons pas le choix économiquement. Mes 2 collègues seront d'accord avec moi. On sait que l'industrie traditionnelle, qu'elle soit automobile, métallurgique, chimique, c'est plus derrière nous que devant nous, et à partir de là, il faut révolutionner nos villes, et c'est le cas surtout pour le bassin minier. À partir de ce moment-là, il faut trouver des pôles d'attraction qui apportent de nouveaux projets d'entreprise. Vous venez d'en citer quelques-uns sur Valenciennes, c'est pareil à Villeneuve-d'Ascq. Sur le bassin minier, on est quand même beaucoup plus en retard. Et il fallait un geste fort. Et la solidarité, on peut le dire ici, régionale a joué, parce que le projet Louvre, c'est sur les terres de Lens, mais c'est un projet régional, et on peut dire que l'ensemble des élus, quelle que soit l'étiquette politique, à quelques exceptions près, représentant d'ailleurs le poids du parti qui s'exprime dans la contestation, ont soutenu ce projet d'aménagement du territoire. Mais il vous arrive d'être inquiet? Bien sûr. Comment voulez-vous qu'on puisse bien dormir quand on va bousculer la vie traditionnelle des mineurs au cœur de leur cité? Gérard Caudron, vous, c'est aussi un dossier compliqué avec des turbulences. En plus, vous, si vous ne trouvez pas le sommeil, c'est peut-être parce que vous êtes voisin du chantier en plus. Oui, non, mais c'est pas l'élément essentiel. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas un projet que j'ai vraiment voulu et dont certains aspects m'ont toujours inquiété. Donc aujourd'hui, j'applique une décision qui a été prise loyalement. J'essaie de le faire sans prendre de retard, sans non plus prendre de risques par rapport, je dirais, au chantier, au projet, à la ville, à la métropole, compte tenu des enjeux importants financiers. Mais je crois vraiment que, quelles que soient les interrogations qu'on peut avoir ou les insomnies quand on gère une ville, quand on gère des budgets, on sait bien aujourd'hui que si on n'a pas à la fois pour une métropole ou pour une région de grands projets porteurs qui vont nous faire exister en France et en Europe en même temps qu'une attention
particulière et quotidienne à tous les problèmes quotidiens, à toutes les difficultés de nos concitoyens, on n'a aucune chance de gagner. Donc, si vous voulez, l'inquiétude, c'est comment on arrive à conjuguer ça. Et moi, en tant que vice-président de la communauté urbaine, comment j'arrive à construire un nombre suffisant de logements qui sont réclamés par les gens et en même temps faire des transports collectifs et faire un stade et réouvrir le musée d'art moderne, lui aussi, sur Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'est une conjugaison très, très, très difficile, mais importante. Alors, l'enjeu vaut l'inquiétude qu'il suscite ? Non, mais je pense qu'on dort, hein, parce que si on dormait pas, je pense qu'on serait pas là où on est, on tiendrait pas le choc. Bon, moi, je crois beaucoup que les grands travaux ont toujours le même concours, c'est-à-dire le développement du territoire. Alors, il y a deux aspects à la question, c'est ce qui va concourir directement au développement économique. Moi, je serais moins catégorique que Guy Delcourt. Je dirais, nous, on défend notre industrie. Moi, je crois à l'industrie. Donc, on a du ferroviaire, on a de l'automobile et on le défend. Et à ce titre-là, le pôle de transport terrestre, c'est important. On défend aussi les industries du futur. Et là, je crois que l'image, l'infographie et le design, c'est aussi quelque chose d'important. Et les grands aménagements, les grands équipements participent à l'attractivité et à la fonctionnalité des grandes agglomérations. Et je crois que tout ça concourt en fait à ce qui est de l'emploi, de l'activité, du mieux vivre. Alors effectivement, il faut essayer de porter tout ça de manière synergique. C'est pas toujours commode. Les uns et les autres, avez-vous le sentiment que les projets qui sont en train de monter sur vos territoires profiteront à toute la région et pas seulement à vos villes, à vos agglomérations? Guy Delcourt, bon, vous, ça semble assez évident. C'est évident. Ouais. Simplement, juste d'un mot, parce qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand je parlais d'industrie automobile et métallurgique, elles existaient. Chez nous, elles n'existaient pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ne viendront pas. Là où elles existent, je suis solidaire des propos de Dominique. Nous, on va essayer de préserver la Française de mécanique et Renault Douai avec le concours de la région. Mais de toute façon, il faut que les maires, et c'est le cas, on est un exemple, il y en a d'autres qui ne sont pas ici, nous devons défendre la vision régionale, dans l'euro-région, de ces projets. Le Louvre, je répète, c'est à Lens, certes, mais c'est le Louvre de la région et de l'euro-région. Est-ce que c'est pareil pour le Grand Stade? Est-ce que c'est un équipement nord-pas-de-calaisien ou est-ce que c'est quand même pas d'avant tout un équipement lillois? Moi, j'ai connu l'époque, puisque je suis quand même maire depuis plus de 30 ans, connu l'époque où, quand on parlait en Europe de Lille, il fallait dire c'est aux 2/3 entre Paris et Bruxelles. Aujourd'hui, on existe, la région existe, tous les équipements dont on parle y contribuent. Le problème pour nous en tant que maire, et c'est ça la grande force de la fonction du maire, c'est de faire en sorte que ce rayonnement qui profite à tout le monde ne se fasse pas au détriment, je dirais, des riverains immédiats ou des habitants qui sont au plus près. Car dans un deuxième temps, tout le monde y a intérêt, mais il faut quand même pas que ça se fasse au détriment de nos populations et au détriment des budgets dont nos populations ont besoin par ailleurs pour assumer leur vie quotidienne. Dominique Riquet, la ligne 1 du tram valenciennois a été envisagée dans les années 92, a d'ailleurs beaucoup suscité le débat, donc 15 ans avant sa mise en service. Le grand stade de la métropole, certains ont rêvé au moment de la privatisation du LOSC, fin des années 90, quand on ouvre Lens en 2004, lors de Lille 2004, capitale européenne de la culture, que le projet a plus ou moins germé. Donc on voit que ce sont de très longs processus avant que n'apparaisse du concret. On y reviendra d'ailleurs, des processus jalonnés d'avatar. Diriez-vous que pour accoucher de tels équipements, il faut obligatoirement du consensus politique? Vous dites, Dominique Riquet, un tram, c'est ni de gauche ni de droite. Ah, clairement, oui. Je crois que les grands projets, d'ailleurs, sont ni de droite ni de gauche. Il faut un consensus politique, parce que, bon, c'est plus compliqué. Il faut un consensus démocratique, et puis après, seulement quand vous avez réuni les forces, je dirais, à la fois politiques et démocratiques, c'est-à-dire les gens, comme on dit, et puis leurs représentants, alors commence une course d'obstacles qui va être extrêmement longue, une course d'obstacles administratifs, techniques, financiers, et il y a une chose qui est très importante, c'est que vous êtes toujours à la merci d'une discontinuité politique, parce que si à un moment donné il y a des changements de majorité, des changements politiques, il peut jouer au petit jeu qui consiste à dire moi j'arrive et j'arrête tout, quoi. Et là, ce sont des projets qui sont très compliqués parce qu'ils demandent beaucoup de conditions. Voilà. Alors un tram, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. Un stade, par contre, il y a quand même plusieurs lectures. Les Verts, par exemple, les écologistes, voulaient pas forcément ce stade-là. Vous ne vouliez pas non plus ce projet-là au départ. Moi, je pensais qu'un stade d'une plus petite capacité correspondait mieux aux besoins de la métropole, et je pensais que
Et je pense toujours que la polyvalence sera pas si simple à gérer entre le calendrier des matchs et le calendrier des spectacles. Mais je suis un démocrate et j'applique une décision qui a été prise. Alors, je ne dirais pas que les grands projets sont ni de droite ni de gauche. Je dirais qu'il faut des gens de toute sensibilité politique pour porter ensemble des grands projets sans nécessairement mettre leur mouchoir sur leurs propres convictions. Guy Delcourt, c'est peut-être pas tant le problème de consensus politique que vous avez dans le bassin minier, parce que gauche ou droite, là, les choses sont plus claires politiquement, plus claires en tous les cas, d'une même couleur. Est-ce que votre problème n'est pas plutôt, ou n'a pas été, et ne sera pas encore, de convaincre certains élus d'avoir beaucoup d'enthousiasme pour un projet qui peut bouleverser certaines mentalités? D'abord, le consensus de gauche présente peut-être l'inconvénient j'oserais dire, d'une certitude de certains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'il faut convaincre, c'est que l'aménagement du territoire repose aussi sur une intercommunalité beaucoup mieux structurée. Nous sommes terriblement en retard. Et aujourd'hui, moi, quand je vois Valenciennes, quand je vois Villeneuve-d'Ascq, la structure intercommunale est en place. Nous, elle est en train de se créer via un substitut qui est Euralance. Il n'y a pas de manque d'ambition? C'est pas qu'il n'y a pas de manque d'ambition. Excusez-moi, je ne vais pas plaire. J'oublie pas qu'on est en période électorale. Mais je crois que, objectivement, on a trop vécu sur la tranquillité politique. Alors sur ce type de projet, justement, où des centaines de millions sont en jeu, est-ce que la difficulté principale, c'est le tour de table, c'est l'argent, le financement? Guy Delcourt, pour rester avec vous encore un tout petit instant, on voit que l'absence de l'État, quasiment dans le tour de table du Louvre-Lens, n'empêche pas l'ardoise générale de monter à ce chiffre de 150 millions d'euros. Est-ce que c'est bien raisonnable, par temps de crise, de se lancer dans des sorties aussi importantes? C'est raisonnable et c'est pour ça qu'il y a un consensus politique majeur. C'est que nous ne créons pas peut-être pour l'instant d'emploi sur le bassin minier, j'entends. On préserve l'emploi. Aujourd'hui, les entreprises de BTP sont avides de ces grands projets. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on parle du Louvre-Lens, mais que derrière suit aussi le Stade Bollaert, qui est quand même le fleuron du football régional. Bon, sur ces deux chantiers, nous préservons des centaines et des centaines d'emplois. Et là-dessus, au niveau régional, je le dis devant Dominique Riquet, il y a eu, et devant Gérard Caudron, il y a eu un consensus politique majeur. L'État n'a pas pris sa place, le prendra-t-il plus tard, nous le verrons bien. Mais il fallait le faire. Pour le grand stade, Gérard Caudron, on va en arriver à quelque chose, peut-être d'un peu moins de 14 millions par an de remboursement de redevances pendant 31 ans par la communauté urbaine. Ça n'a pas effrayé une grande majorité de conseillers communautaires, même en temps de crise. Alors, est-ce que pour vous c'est un peu démagogique, c'est calcul politicien, ou ce choix c'est une ambition assumée? Écoutez, il faudrait le demander à ceux qui l'ont voté. Aujourd'hui, Martine Aubry nous dit que ça nous coûtera bien moins cher. J'ai pas de raison de mettre en doute sa parole. Ce que je pense, et j'ai été député européen pendant 15 ans, c'est que demain n'existeront que les grandes régions, les grandes métropoles qui auront des signaux forts et qui développeront par ailleurs des activités et de l'emploi. C'est le pari de ce signal à l'entrée de Villeneuve-d'Ascq que sera ce grand stade. Comme tout pari, il n'est pas gagné à l'avance. Mon problème aujourd'hui, quelles que soient mes réticences et mes doutes et mes interrogations, c'est de faire en sorte qu'une fois que la décision est prise, elle soit positive pour tout le monde et qu'on ne cumule pas un coût élevé et un échec qui ne rentabiliserait pas ce coût. Alors Dominique Riquet, vous, votre problème, c'est pas tant l'argent que les recours qui vous ont... Enfin, comme tout le monde, vous êtes sur problème d'argent, mais bon. Vous avez aussi des recours qui vous ont obligé à stopper les travaux de Ningesser 2, donc ce chantier qui est très avancé, on l'a vu dans différents reportages. La justice est passée par là, saisie par les riverains, pour au final vous en coûter pour 1 million d'euros supplémentaires. Est-ce que c'est le prix de la démocratie quelque part? On peut le dire comme ça. Actuellement, il est devenu impossible de monter un grand projet sans avoir des recours, quelle que soit la nature du projet, parce que les grands projets d'intérêt général vont toujours heurter quelques petits intérêts particuliers. Moi, j'ai du respect pour les intérêts individuels, mais il y a là un conflit dans la démocratie entre ces intérêts spécifiques et l'intérêt du plus grand nombre. Vous savez, je racontais l'autre jour, j'ai rencontré très brièvement le patron de la Deutsche Bahn. Ils ont un barreau absolument, mais vital pour eux, entre Aix-la-Chapelle et Berne, qui met en cause des emplois, de l'économie, du développement régional à des échelles très élevées. Un barreau, c'est une ligne. C'est une ligne de chemin de fer de 40 km. Voilà. 110 000 recours
d'individus contre le barreau qui ne se fera pas. J'ai décidé de laisser tomber et c'est une catastrophe, quoi. Bon. Mais est-ce que ces recours, ça vous amène pas l'autocensure? Parce qu'avant de lancer n'importe quel projet, on doit se dire aujourd'hui, mais on va pas y arriver. Sur le grand stade, il va y en avoir, c'est sûr. Moi, ça m'a conduit à être le plus travailleur, le plus précis, le plus pugnace possible dans l'examen de ce permis, dans l'examen de toutes les contestations, de toutes les remarques qui ont été faites. Pendant la durée d'examen du permis de construire, toutes les questions posées ont donné lieu à des réponses plus ou moins satisfaisantes. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on dit le permis est accordé, c'est maintenant qu'on va dire ce sur quoi on n'est pas d'accord. J'aurais préféré que ceux pour lesquels j'ai de la sympathie et de l'estime, comme les dessous du stade, qui contestent, j'aurais préféré qu'ils le disent avant la signature du permis de construire. Guy Delcourt, vous attendez pas tant à des recours sur le musée, mais sur les conséquences heureuses du musée, à savoir le futur tram. Oui, c'est plutôt là. Oui, mais je crois que par rapport à votre question, les 3 élus qui sont ici n'ont pas fait le choix de l'élection populiste. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas aujourd'hui à faire plaisir en direct à nos électeurs, ce serait confortable pour nous, on n'est pas plus bête que les autres. On a fait un choix aujourd'hui, en effet, d'aménagement du territoire, et l'aménagement du territoire, il est toujours à contresens de l'histoire. Dominique Riquet a raison, Gérard dit la même chose. Objectivement, nous dérangeons quelques intérêts particuliers, et puis nous rentrons aussi par des procédures juridiques selon le système américain, avec l'aide de quelques faut le dire, avocats qui se sont spécialisés dans le domaine. Voilà, bon, faisons face. Dominique Riquet, l'État, on l'a vu, n'est pas forcément systématiquement au rendez-vous de tous ces grands projets. En revanche, le Conseil régional l'est pratiquement à tout coup, avec son petit budget, si j'ose dire, de 2 milliards, beaucoup mangé par ses compétences obligatoires. Il arrive quand même à financer un petit peu tout ça. Diriez-vous que sans la région, il n'y a pas de projet d'envergure? Et est-ce que c'est une fois de plus encore son rôle d'être partout à la région, de tout susciter? Alors, la région... Je rappelle qu'il y a des élections régionales dans 2 mois. Oui, mais je n'ai pas perdu ça de vue. La région, c'est la collectivité territoriale qui est en charge de l'aménagement du territoire. Donc, il est normal qu'elle réponde à cette mission. Deuxièmement, les projets qu'on évoque sont des projets d'envergure régionale, voire supra-régionale. Donc on serait quand même surpris de ne pas trouver la région au rendez-vous. Alors après, vous savez, il y a aussi un combat politique qui est amené à la fois au niveau de la région, mais au niveau de nos propres collectivités, qui n'est pas toujours simple, que les projets ne sont pas toujours ou bien vus, ou validés, ou se télescopent de temps en temps. Il y a des problèmes de définition de priorité budgétaire. Donc, on débat avec le Conseil régional. Alors, pendant que vous avez la parole, peut-être gardez-la, Dominique Riquet, pour nous dire comment se passe votre projet donc, de pôle de l'image virtuelle. Vous revenez d'Inde, vous avez constaté que là-bas, ce projet avait fait des émules ou des petits, je ne sais pas comment on peut dire ça, alors que chez vous, ça n'est pas encore tout à fait bouclé. Donc, comment ça se présente? C'est absolument typique, c'est-à-dire que les Indiens veulent cloner notre projet de Valenciennes, qui est en cours dans les tuyaux, comme on dit. Ils sont partis 2 ans après nous. Notre projet, il est toujours en train d'être discuté sur le plan budgétaire. Eux, le campus, il est aux 2/3 construit. Et il est déjà occupé par des études. Quelle leçon en tirez-vous? Eh bien, c'est l'histoire des pays émergents et des pays développés. Eux, ils ont moins de démocratie, encore que l'Inde soit un pays démocratique, beaucoup moins évolué en termes de démocratie, mais alors ils vont beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. C'est clair. Un petit aller-retour en termes de retombées, on disait le tram, sans le futur musée du Louvre, pas de tram, le tram, bassin minier Lille, c'est essentiel? C'est fondamental, d'abord parce que, sans arrière-pensée, nous restons très attentifs à la réforme territoriale. C'est pas le sujet, mais enfin sur les grandes mégapoles, il ne faut pas que redevienne à nouveau l'idée d'un Lille qui absorberait le bassin minier. Nous sommes très clairs là-dessus. Et pour pas qu'il y ait absorption, il faut qu'il y ait équilibre en matière de territoire. Et le territoire repose essentiellement sur les transports urbains. Et c'est pas par hasard si je suis allé rendre visite à Dominique Riquet pour voir les effets de Valenciennes. Il faut les transposer. Et heureusement qu'il y a le Louvre, vous avez raison, parce que je crois que politiquement, on n'aurait pas pu justifier l'arrivée du tram dans le bassin minier. Brièvement, l'autre retombée, conséquence du Grand Stade, c'est la ville renouvelée? C'est de refaire ou de redonner les moyens de refaire ce qu'a fait la ville nouvelle au début de la résurrection, on peut le dire, de la métropole lilloise, en lui redonnant des couleurs et des atouts. C'est vrai que à travers un patrimoine qui a un peu vieilli, c'est vrai qu'à travers un nouveau centre-ville qui est en devenir et d'un nouveau pôle pour la métropole,
on a là un immense travail à faire qui enthousiasme, je crois, l'ensemble de la communauté urbaine de Lille, l'ensemble de la métropole, mais en lien aussi avec les autres parties de notre région, car je suis de ceux qui pensent que sans travail en commun, on ne développera pas notre région. Je ne pense pas que l'un puisse se développer au détriment de l'autre. Ça ne marche nulle part ailleurs. Alors, la future technopole du transport terrestre. Pour l'instant, ça ne dit pas grand-chose à des tas de gens. Localement, oui. C'est un projet à 10-15 ans. Quelle est l'ampleur du changement d'échelle entre ce projet, et d'abord, que contient-il, et ce que Valenciennes a réalisé jusque-là, le tramway, le stade, qui sont des projets à retombée locale? Oui, alors, c'est un projet d'abord qui est multipolaire, puisque le pôle, il est aussi sur l'île, d'ailleurs. Sur l'île d'Ascq aussi, d'ailleurs. Pôle de compétitivité ITRANS. ITRANS, qui est un pôle de compétitivité, qui est le pôle mondial de compétitivité en région Nord-Pas-de-Calais, un des 6 en France. Il s'agit de regrouper sur un campus les capacités de recherche, de transfert technologique, d'enseignement et de développement autour du transport terrestre. Développement industriel. Industriel, voilà, c'est ça. Donc, si nous voulons garder notre transport terrestre, qui, alors là, concerne toute la région, tout à l'heure, Guy parlait, mais il est concerné dans le bassin minier, il y a beaucoup de choses dans l'automobile, par exemple. Si nous voulons conserver notre transport terrestre, il faut qu'il soit innovant, parce qu'on sait que la compétitivité est là. Or, il doit donc être appuyé sur de la recherche, de l'innovation et du transfert technologique. Donc, il s'agit de mettre en place une espèce de porte-avions, de plateformes qui permettent de croiser les chercheurs et les industriels. Guy Delcourt, très important. Guy Delcourt, quelle est la recette et quel sera l'indicateur qui permettra de dire que le projet est devenu un succès populaire, que les gens y ont adhéré? D'abord, il y a deux degrés, deux échelles. D'abord, sur le plan régional, je pense que ça va conforter, et ça tous les conservateurs des musées régionaux en sont convaincus, ça va conforter l'image de la culture régionale, ça va la valoriser. Le Louvre, en réalité, va être un label qui va se coller d'abord à l'existence sur les grands musées de cette région. On dit même Nord-Pas-de-Calais, future première région muséale de France. Et ça, j'en suis convaincu. La deuxième, elle va se faire de fait. À partir du moment où Henri Loiret est tombé amoureux, j'oserais dire, de notre région Nord-Pas-de-Calais, le pass Louvre-Paris, Louvre-Lens va générer en effet, me semble-t-il, car les collections seront fondamentalement différentes, la valorisation des œuvres sera fondamentalement différente, ça va attirer des touristes internationaux à tout niveau. Et à partir du moment où les maires, ça nous en sommes, je crois, les uns et les autres ici assurés, nous allons mettre en tronc commun de valoriser chacun nos richesses. Je crois qu'on va devenir en effet une métropole touristique et culturelle productrice de richesses. Gérard Caudron, on a pu s'en rendre compte, enfin vous ne faites pas semblant, vous n'étiez pas hyper convaincu par le projet que vous défendez aujourd'hui au départ. Est-ce que c'est pas dur qu'en soi-même on n'a pas l'intime conviction initiale de porter un projet comme ça et d'emporter l'adhésion autour de soi, l'adhésion des Villeneuvois? Écoutez, le problème ne se pose plus pour moi en ces termes. Une décision est prise, on l'applique, et je l'ai dit dans la campagne électorale. Je ferai tout pour maximiser les avantages et réduire les inconvénients. Sachant que tout ce qui s'est dit sur les hautes technologies et la technopole, j'ai été le premier créateur d'une technopole à Villeneuve d'Ascq, qui se dit sur la culture, tout ça va dans le même sens. Et qu'on a maintenant tous intérêt à ce que nos projets réussissent, car les coûts de toute manière seront là, les recettes sont en devenir, et je répète, une métropole comme Lille, une région comme le Nord-Pas-de-Calais, pour exister en Europe, pour faire venir des populations d'ailleurs, on doit croiser toutes nos richesses humaines. Moi, je crois en la richesse humaine, c'est la seule ressource qui nous reste. Donc, je crois en la recherche et tout ce qui tourne autour de la recherche et de l'industrie, en même temps que de la culture. Pour poursuivre dans ce que disait Gérard Caudron, Dominique Riquet, vos deux projets technologiques sont haut de gamme, le pôle image virtuelle et la plateforme de recherche sur les transports. Ça va s'adresser en termes d'emploi à une population très qualifiée, hyper diplômée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque que trop de financement public délaisse une autre partie de la population qui n'aura pas les moyens de se former aux nouvelles technologies, au haut de gamme, etc. Alors moi je crois que si vous développez des activités haut de gamme, c'est-à-dire si vous développez le haut de la pyramide, tout le reste suit. Et en l'occurrence, on voit que chez nous, géré par le bas, ça fonctionne plus. D'ailleurs, ça a fonctionné, ça ne fonctionne plus. Donc on est très attentif au fait, par exemple, que le développement de l'industrie du transport terrestre génère des emplois industriels, des emplois de services industriels et des emplois qui sont très qualifiés, mais moins qualifiés, parce qu'effectivement, vous avez raison, il faut que ça profite à tout le monde.
clairement. Que ça profite à tout le monde, justement, c'est une bonne liaison pour terminer. Est-ce que vous, avec vos grands projets, etc., vous n'écrasez pas un petit peu les autres qui n'en ont pas d'aussi importants? Et est-ce qu'au passage, il faut forcément avoir un grand projet structurant comme ça pour se développer? On pense à d'autres villes comme Arras, par exemple, qui n'a pas le méga projet, mais qui arrive à se développer avec des tas d'initiatives culturelles, etc. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Pour le Louvre-Lens, c'est évident, et Jean-Marie Van Lorenberg était candidat, comme l'était Dominique Riquet d'ailleurs. Lens a été choisi, et je pense qu'on aurait eu la même attitude tous les trois si c'était l'autre qui était choisi. On en fait un profit collectif. Jean-Marie Van Lorenberg valorise déjà sa ville, et très rapidement, toutes les petites villes, les petites communes rurales ont compris l'essentiel. Regardez, on n'a pas le temps, mais par exemple, la qualité aujourd'hui du tourisme et de l'accueil, par exemple en gîte rural, qui est en train de se redévelopper sur les collines de l'Artois. Merci à tous. On en parlera plus tard, une prochaine fois. Il y aura plein d'occasions. On viendra sabler le champagne lors de l'inauguration du Grand Stade avec vous. Je garde quelques secondes pour vous annoncer comme le programme de la semaine prochaine, parce que c'est une émission événement qui va marquer un peu le début de la campagne des régionales. Sur ce plateau, nous aurons le plaisir d'accueillir et Valérie Létard et Daniel Percheron pour le premier grand débat de la campagne des régionales. Donc il faut que le public le sache et que vous soyez devant votre télévision. C'est la semaine prochaine, samedi prochain, 11h30 dans La Voix libre sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Merci Gérard Caudron, merci Guy Delcourt, merci Dominique Riquet. Tout de suite, les informations régionales présentées par Christelle Massin. Bon week-end à tous.